Hello, everyone. We're slowly letting people in, so we're going to start in a few minutes. Thanks for Bonjour tout le joining us. monde, on admet juste les gens. On laisse Ça les va gens commencer rentrer dans le quelques temps qu'on minutes. pause. Ça fait qu'on va commencer dans quelques minutes. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Hello, everyone. We're slowly letting people in. We start probably in another minute or two. So please be patient. Bonjour tout le monde. Nous allons commencer dans quelques minutes. On laisse les gens rentrer. Alors, soyez patients. Merci. Hello, everyone. Thanks for joining us today. I'll give another minute for folks to join in. There's quite a Bonjour lot tout of le people. monde, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. On va donner une autre minute puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont enregistrés et ne sont pas encore On donne ici. encore une minute pour les gens à se joindre à nous. Il y avait beaucoup d'enregistrations, alors on veut s'assurer qu'on ait le maximum de gens qui nous rejoignent aujourd'hui. On va commencer dans une minute. Merci. All right, so it's 11:33. Bon, on est rendu à 11h33. Je pense que je vais commencer la première partie de cette série de webinaires. Merci à tous pour nous joindre. On va commencer la partie 1 de notre série de webinaires en 4 parties. Je vais mettre ma présentation sur l'écran. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charles Thibodeau. Je suis coordonnateur du programme des approches fondées sur la nature, ici au Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick. Je serai votre hôte pour cette série de webinaires. For those of you who don't know me, my name is Charles Thibodeau. Bon, pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charles Thibodeau. Je suis coordinateur du programme des approches fondées sur la nature ici au Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick et je serai votre hôte pour cette série de webinaires. Un rappel que l'interprétation simultanée est disponible. Si vous en avez besoin, choisissez l'icône Zoom appropriée. Simultaneous translation is available. Please select the appropriate interpretation Zoom Il y a de button. l'interprétation simultanée disponible. Si vous en avez besoin, choisissez l'icône Zoom appropriée. Si vous n'avez pas besoin, restez sur le canal principal. Juste un rappel que ce canal va être enregistré et partagé avec les participants à la fin de la série. Commencez par reconnaître que je me retrouve aujourd'hui sur les terres non cédées du peuple Mi'kmaq, mais que les gens qui participent virtuellement, pour la plupart, se retrouvent également sur les terres non cédées des peuples Mi'kmaq, Wolastoqey et Passamaquoddy, et bien d'autres, assurément. Ce grand territoire où je me retrouve se nomme Wabanaki et est couvert par les traités de paix et d'amitié que ces peuples ont signés pour la première fois avec la couronne britannique en 1726. Le traité ne portait pas sur la cession des terres et des ressources,
mais reconnaissait en fait les titres de ces peuples et établissait les règles de ce qui devait être une relation permanente entre les nations. Je demande que nous saisissons tous cette occasion pour réfléchir à notre relation avec la Terre et au processus continu de colonisation et de décolonisation qui ont un impact profond sur le travail des activistes et des environnementalistes. Les concepts de la vision à 2 yeux, de la planification sur 7 générations et d'autres formes de connaissances traditionnelles autochtones sont essentielles pour assurer un avenir durable à notre planète. Alors, bienvenue tout le monde à cette première dans une série de 4 webinaires avec sujet intégrer des solutions climatiques fondées sur la nature dans votre communauté. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Un gros merci aussi à Patrick Murphy pour son travail d'interprétation et les autres dans notre équipe, Paul Gregory de Nature Canada, Adam Cheeseman de Nature NB qui nous a aidé à créer ce webinaire, ma collègue Jordan Kilgore du RNB qui nous donne de l'aide technique et bien sûr tous nos intervenants qui se joignent à nous. Merci également au Fonds en fiducie pour l'environnement du Nouveau-Brunswick qui rend cet événement possible. For those who do not know where I work, the New Brunswick Pour ceux qui ne savent pas où je travaille, le réseau environnemental Néo-Brunswick est établi en 1991. C'est un réseau de communication qui lie ensemble des centaines d'organisations à but non lucratif de la province. Et pourquoi le NB travaille avec des solutions à base fondées sur les preuves? Parce que ça fait la promotion de nos organisations membres ainsi que leur travail, particulièrement les bassins versants et les groupes associés, aussi pour que ces solutions soient efficaces. La communication et la coopération avec divers groupes doit être au sein de la solution. Et ces solutions climatiques fondées sur la nature ne sont pas seulement efficaces, mais sont plus durables que les solutions traditionnelles, mais aussi adressent le changement climatique et la durabilité des buts de développement. Alors, l'ordre du jour, un aperçu de comment ce webinaire est venu. Du début de la planification de cette série, on voulait fournir des sessions informatives et structurées qui vont aider à équiper les participants avec les connaissances et les outils nécessaires pour incorporer avec succès des solutions à base de nature dans leur communauté. On cible à éduquer les participants sur les bénéfices et la mise en place des solutions fondées sur la nature. On va vous fournir des études de cas et des exemples pratiques, ainsi que discuter des avantages financiers, environnementaux et sociaux des solutions fondées sur la nature, incluant éviter les coûts des événements extrêmes de température et de météo. Alors, avec ça en tête, on a développé cette webinaire de 4 parties et bienvenue à la première partie. Avant de commencer avec notre premier présentateur, j'aimerais prendre quelques minutes et présenter c'est quoi les solutions fondées sur la nature et pourquoi sont-ils importants. Alors, je mets ici... je vais faire la présentation en français. Alors, ici, la première définition que je mets d'une solution basée sur la nature, c'est sur la Banque mondiale. Je ne vais pas la lire. Je mentionne la Banque mondiale parce que c'est vraiment là jusque les solutions fondées sur la nature ont créé beaucoup de momentum. Ils sont utilisés pour faire des gros projets d'infrastructure des pays qui ne peuvent pas nécessairement payer pour ces gros projets d'infrastructure. Alors, ça fait longtemps que ça existe. On a pu déterminer beaucoup d'avantages avec ce genre de solutions. Alors, nous voilà maintenant dans les pays du Canada ou développés et d'autres qui promouvoir leur implémentation parce que justement, il y a beaucoup d'avantages. La définition que je vais vous lire, c'est celle-ci. Les solutions fondées sur la nature profitent de la nature et de la puissance des écosystèmes sains pour protéger des personnes, optimiser les infrastructures et préserver un avenir stable et riche en biodiversité. Je lis celle-là parce qu'on parle d'infrastructure, puis je pense que ça va intéresser beaucoup de gens qui sont présents aujourd'hui. Une autre façon d'expliquer des infrastructures ou des solutions basées sur la nature, c'est de les comparer avec
des infrastructures grises qu'on connaît bien plus, des ponts, des chemins, des terrains de stationnement. Et l'autre extrême, ça serait des solutions naturelles ou des infrastructures naturelles, des forêts, des marais, des rivières, des lacs même. Et puis, l'infrastructure verte, c'est vraiment ce qui est entre ça. On peut avoir des infrastructures hybrides aussi, qui portent beaucoup d'infrastructures grises, mais qui implémentent ou qui ajoutent des plantes natives pour renforcer ces infrastructures-là. Les solutions fondées sur la nature sont de plus en plus mises en œuvre pour améliorer la résilience, soutenir les buts de développement durable et sauvegarder la biodiversité tout en offrant de multiples autres avantages sociaux, environnementaux et économiques. Alors, pourquoi les solutions fondées sur la nature? Comme j'ai mentionné, ils sont de plus en plus déployés à l'échelle internationale. Ils constituent des solutions d'infrastructures vertes intelligentes visant à accroître la résilience en matière de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique. Et de plus en plus, ils sont aussi déployés pour faire progresser le processus de renouvellement et de régénération des zones négligées et dégradées, surtout dans des centres urbains. Les solutions fondées sur la nature sont multifonctionnelles, contrairement aux options d'infrastructure grises. Il offre de nombreux co-bénéfices, créant des solutions win-win, gagnant-gagnant pour la société, l'environnement et l'économie. Les avantages de ces solutions comprennent l'atténuation du changement climatique, la réduction des risques de tempête, l'atténuation de l'érosion, la stabilisation des rivages, l'amélioration de la qualité de l'eau, santé publique, cohésion sociale, la biodiversité, le stockage de carbone, une valeur récréative, l'alimentation. Il y en a bien plus des bénéfices que je pourrais nommer. Je prends le temps de les nommer parce que c'est quelque chose qui est rarement présent dans des infrastructures grises. Une autre raison pourquoi que des solutions fondées sur la nature génèrent de plus en plus d'intérêt, c'est les impacts croissants des événements climatiques. On peut voir ici, je n'ai pas toutes les données nouvelles, mais les catastrophes climatiques deviennent de plus en plus gros, de plus en plus dispendieux. Et malheureusement, il y a de plus en plus aussi de décès qui sortent de ces événements-là. C'est un vieux graphe de 2022, mais on peut voir la tendance. Ça augmente, ça ne diminue pas. Une autre raison pourquoi les solutions fondées sur la nature sont importantes, le paysage réglementaire aussi change. Je ne sais pas si les gens ont lu l'article de Climat-Atlantique qui décrit les risques climatiques et les responsabilités des municipalités, mais c'est quelque chose à lire. On parle de droit commun, le défaut d'agir. Il y a beaucoup de cas qui commencent à se développer en Nouvelle-Écosse sur ce point. Puis même au Nouveau-Brunswick, les plans décennaux de gestion des actifs doivent tenir compte des investissements dans l'adaptation. Et en créant des solutions fondées sur la nature, on peut adresser ça. Il y a aussi les nouveaux programmes de financement sur les infrastructures qui nous demandent de plus en plus d'avoir un objectif climatique, mais aussi regarder à des choses sur le côté d'équité. C'est toutes des choses qui sont liées à des solutions vertes, d'infrastructures vertes, non nécessairement dans des infrastructures grises. Alors, les solutions fondées sur la nature offrent une alternative rentable aux infrastructures grises, avec de nombreux avantages connexes, tout en relevant le défi de la durabilité. Un gros point ici, en fait, les coûts sont en moyenne 50% inférieurs à ceux des infrastructures grises. Puis ça comprend l'entretien par après. And that includes maintenance after the implementation, and they offer a monetary value and a socio-ecological à celle des infrastructures traditionnelles. Alors, voilà les informations que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous pouvez plus apprécier les opportunités que les solutions fondées sur la nature peuvent nous donner. Nous allons passer maintenant à notre premier orateur.
c'est ça. Aujourd'hui, justement, nous allons entendre quelques présentations sur le co-commercial pour l'infrastructure verte et les solutions fondées sur la nature. En premier, nous avons Serge Dupuis. Serge est professeur de génie civil à l'Université de Moncton, spécialisé dans l'adaptation au changement climatique et la gestion de projets. Il est récemment devenu membre du comité consultatif sur la stratégie nationale d'adaptation pour les infrastructures résilientes. Son expérience en ingénierie porte sur la gestion, la conception, la construction, l'exploitation et le remplacement des infrastructures publiques. Serge a développé une expertise approfondie en gestion d'actifs et dans l'élaboration des plans d'adaptation au changement climatique pour les communautés urbaines et rurales. Il est ingénieur professionnel, fellow d'ingénieur au Canada, cofondateur de l'Institut des infrastructures de Nouveau-Brunswick et a été précédemment président de l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick. Alors, bienvenue Serge et merci de nous rejoindre aujourd'hui. La parole est à toi. Parfait. Merci beaucoup, Charles, et merci beaucoup au réseau de l'environnement du Nouveau-Brunswick. J'ai fait partie de plusieurs comités sur ce groupe-là. Ça fait toujours plaisir de vous parler. Hello, everyone. Thank you for joining us today. My presentation will be Aujourd'hui, ma présentation sera en français. Alors, celui qui suit va être en anglais. Alors, si vous voulez suivre, utilisez l'interprétation en bas. Sur un exemple d'une infrastructure verte, si vous voulez. Moi, j'arrive du côté ingénierie. Alors, je vais parler un peu du côté ingénieur, mais aussi du côté vert et comment est-ce qu'on peut démontrer un exemple. Donc, j'avais travaillé dessus à la ville de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, qui est un bassin naturalisé de rétention des eaux de ruissellement. Alors, je vais parler un peu de comment est-ce qu'on a fait pour planifier une telle infrastructure? La conception, qu'est-ce que ça a pris? Je vais parler des coûts, je vais parler un peu de la construction, comment est-ce que ça a évolué dans le temps, l'entretien, la conclusion qui va parler un peu des bénéfices de ce côté-là. Et tel qu'on cherche dans cette série de webinaires ici, c'est est-ce que l'infrastructure verte vaut vraiment la peine? Comment est-ce qu'on peut le faire? Et l'exemple que je vous montre est parfait parce qu'elle a été faite au-dessus de 20 ans passés. Et là, vous pouvez voir sa maturité aujourd'hui et pourquoi que c'est important. Alors, mon rôle dans le temps, maintenant, je suis professeur, ça fait déjà 11 ans à l'Université de Moncton, mais auparavant, j'étais ingénieur à la ville de Dieppe, au Nouveau-Brunswick. Et à ce moment-là, en 2002, on date de 23 ans maintenant, on parlait d'un projet de bassin de rétention. On avait un nouveau développement, on allait agrandir un parc industriel, on allait bâtir des stationnements, des commerces, on allait couper des arbres, bien sûr, pour le développement. Et tout de suite, dans le développement, il y a un ruisseau, il y a un cours d'eau qui passe à travers. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger le cours d'eau et tous les gens à l'aval du cours d'eau que ça pourrait affecter? Parce qu'on va certainement ajouter de l'eau de ruissellement une fois qu'on coupe les arbres et on installe des stationnements et des toits. On va augmenter l'eau de pluie vers ces ruisseaux-là, vers les citoyens et citoyennes qui vivent à l'aval, en bas du ruisseau, si vous voulez. Alors, l'idée, c'était de capter ces eaux de ruissellement-là pour ne pas affecter les gens à l'aval et de ne pas affecter le ruisseau d'une manière néfaste de ce moment-là. Alors, mon but aujourd'hui, c'est de voir, je vais vous montrer le parc comme tel, et les photos que vous allez voir sont 17 ans plus tard. Ça fait déjà 20 ans maintenant, mais dans le temps, j'avais pris des photos 17 ans plus tard pour voir qu'est-ce que ça peut devenir une infrastructure verte versus une grise. Alors, je vous montre à l'écran une vue aérienne de l'endroit. On a ici le boulevard Dieppe, si vous connaissez bien la ville de Dieppe, qui est une axe artérielle, la rue Chartersville. On a des maisons, des gens qui vivent déjà là-bas. Tout autour, ce sont des maisons, des personnes qui vivent. Mais on a un nouveau endroit commercial ici, un centre aquatique, une piscine, on a une épicerie, on a un parc de gymnase, on a des appartements. Alors, on est en train de développer une nouvelle zone de vie pour à Dieppe.
Et c'est ici notre exemple aujourd'hui. Ce sont ces bassins-là qui ressemblent à des étangs naturels, mais ils ont été construits par les femmes et les hommes pour faire semblant d'un marais, et ça agit de ce côté-là. Le cours d'eau, lui, il passe ici, juste à côté, à travers toutes les maisons, et je vais vous parler un peu comment est-ce qu'on capte l'eau pour ça. Alors, cette collaboration-là vient de la ville de Dieppe. J'étais ingénieur, mais je peux dire que mon patron dans le temps, je vais donner le crédit où c'est dû, Jacques Leblanc, ingénieur, lui avait l'idée de est-ce qu'on peut éviter que toute nouvelle eau de ruissellement des nouveaux industries, des nouvelles routes sont captées et par la suite refoulées lentement vers le cours d'eau, ou est-ce que ça aurait été tombé dans le cours d'eau directement tout de suite? Alors, on va les capter à l'avance. Et aussi, est-ce qu'on peut les purifier un peu plus avant que ça retourne au cours d'eau d'un point de vue naturel? Alors, on rêvait à ce moment donné, est-ce que ça pouvait se faire? On a impliqué un ingénieur conseil. Dans le temps, c'était ADI de Moncton. Les ingénieurs ont fait le design de notre parc industriel avec le bassin naturalisé aussi, le bassin d'eau de ruissellement. Et on avait impliqué aussi un autre firme de conseil qui était les architectes paysagistes. BDA Landscaping de Sussex au Nouveau-Brunswick. Des gens qui sont habitués de travailler avec le paysage, les arbres, la verdure. Alors, on avait l'ingénierie très, très grise et on avait les architectes paysagers très, très verts. Et ensemble, on a pu collaborer pour faire quelque chose de bien avec notre ingénieur conseil et le rêve qu'on s'avait donné. Et l'entrepreneur dans le temps, Advanced Construction, l'ont bâti. Des entrepreneurs normaux comme un autre ont construit l'État. Alors, pour commencer, on voit que on avait des plans d'ingénierie qui étaient bien plus gris et blancs que ceux-ci. Et ceux-ci étaient préparés par notre architecte paysagiste pour voir comment on peut. Tout ceci, c'était de la forêt. Tout ceci, c'était de la forêt avec une ancienne piste à course à chevaux et une deuxième piste à course à chevaux, cette région-là. Ça, c'est de la forêt. Alors, on allait couper les arbres pour développer des nouvelles rues, des nouvelles industries et tout cet autre ruissellement-là doit retourner ce cours d'eau ici. Et dans notre plan, c'était est-ce qu'on peut capter les cours d'eau, l'eau de ruissellement des industries à l'avance dans nos nouveaux étangs de rétention et là, lentement les ramener au cours d'eau, au ruisseau. Alors, les beaux plans ici, c'était de comment est-ce qu'on fait pour marier un à l'autre. On utilisait des concepts que vous voyez si vous travaillez dans les municipalités, des concepts de 10% d'espace vert qui sont laissés lorsqu'on développe du terrain. On doit donner des terrains d'espace vert. Alors, on a pris avantage de ça. On a calculé l'eau de ruissellement qui était nécessaire pour les bassins. Alors, quelle grosseur de bassin qu'on avait besoin pour capter toute cette eau de pluie-là. Et on avait aussi parlé des types de végétation qu'on aurait besoin pour purifier l'eau dans nos étangs, pour être capable de ramener la biodiversité dans notre coin. Quel type d'arbres indigènes peut-être dans notre coin qui pourrait nous aider? Et moi, comme ingénieur, et mes patrons, on n'est pas experts là-dedans. Alors, c'est là que BDA Landscaping, des experts là-dedans, nous aident à faire ça. Et je peux vous dire au début, mettre des ingénieurs avec des architectes paysagistes, c'est pas facile. C'est pas facile. On parle pas le même langage, on n'a pas nécessairement le même but. Alors, ça prend de l'effort, ça prend de la discipline et ça a bien fonctionné à la toute fin. Et à la fin, est-ce qu'on peut assainir l'eau pluviale des chemins avant qu'on retourne au cours d'eau? On avait 3 options dans le temps. On avait un bassin de rétention sec. Alors, on a des exemples des bassins de rétention secs qui veut dire qu'il n'y a pas d'eau dedans la plupart du temps. Seulement lorsqu'il pleut que l'eau augmente et là, se fait refouler lentement vers le cours d'eau. On a 2 sur le chemin Chartersville. On a un autre bassin de rétention sec sur le boulevard Dieppe qui n'est pas naturalisé. Il y a juste du gazon dedans, mais pas de plantes indigènes. Et finalement, le bassin de rétention humide naturalisé. Alors, celui que je vous montre aujourd'hui, c'est celui qui a toujours de l'eau dedans. Alors, l'eau reste là et a de la place à monter et descendre à mesure. Alors, sur le plan que j'avais tout à l'heure,
Le bassin que moi, je vais vous parler de est celui-ci. Alors, il est naturalisé, ça veut dire qu'il y a des arbres plantés dedans et des fougères, ainsi de suite. Et l'eau, il est humide, alors l'eau reste dedans. Il y a toujours un niveau d'eau minimal là-dedans. Et les trois autres bassins de rétention, parce qu'on ne peut pas tout capter l'eau de ce côté-là, il faut en capter aussi au sud. On a des bassins qui sont secs, alors il n'y a pas d'eau dedans la plupart du temps. Les deux ici sont naturalisés avec des quenouilles et des plantes aquatiques pour aider à purifier l'eau. Celui-ci, le bord du boulevard Dieppe, c'est juste un gros bassin avec du gazon assez simple. Alors, on va parler de celui-ci. Alors, comme vous pouvez voir, où est-ce qu'on avait de la forêt avant, dans le futur, c'est censé être des industries, des centres commerciaux, des stationnements. Alors, on ouvre toute cette terre-là du développement qui va ajouter beaucoup d'autres ruissellements. Et l'idée, c'est de capter cette eau-là avec ces étangs qu'on voit là. Et les étangs qu'on a construits, le design était que l'eau va rentrer d'une première étang, l'étang de dépôt de sédiments. Alors, c'est designé pour que l'eau coule lentement, dépose les gros sédiments qu'on va nettoyer tous les quelques années. Et là, lentement, ça fait un trajet, passe à travers un autre tuyau, un quatrième étang. Là, se fait refouler au ruisseau existant. Alors, ce temps de rétention-là nous aide à garder le ruisseau pas engorgé d'eau et aussi à déposer des polluants, ainsi de suite, dans notre étang. Alors, je vous montre qu'est-ce que ça ressemblait au tout début lorsqu'on l'a bâti. Alors, c'était parti d'un des arènes de chevaux. Alors, il y avait déjà une bordure de fait pour que les chevaux roulent dessus. Alors, on a pris avantage des plantes qui existaient déjà. Et là, on a ajouté là-dedans. Alors, il y avait des déchets là-dedans. On a nettoyé ça pour en bâtir un marais naturel. Et lorsqu'on l'a construit, c'est sûr, en ingénierie, on bâtit des buttes de terre, on met du gravier au-dessus, on peut planter du gazon, on peut tous faire ça. Mais BDA Landscape Architects sont venus pour dire, regarde, il faut ajouter des zones un peu naturelles. Alors, ça, c'est du gazon en verre, mais les autres zones, on a planté des plantes indigènes. Eux nous ont suggéré des bulrush, des petits sapins, des arbustes, des choses que je ne connaissais pas le nom dans le temps. Alors, on a acheté, on les a plantés stratégiquement à différentes places. Et là, tu vois, ça pousse à peine, on les voit à peine sur l'écran. L'autre chose qu'il nous a recommandé, c'est que dans les bassins comme tels, des tels endroits, on augmente, on a une bulle de terre dans le milieu du bassin pour planter des plantes aquatiques, faitement pour filtrer l'eau de l'avance. Alors, ça a tout été fait avec l'entrepreneur. On a planté des arbres et là, on a mis l'eau minimale là-dedans. Au tout début, il n'y a rien qui pousse, là, ça commence juste. Alors, avec le temps, moi, je peux vous montrer plus tard qu'est-ce que ça peut ressembler. Alors, 17 ans plus tard, on voit les arbres ont poussé autour, on peut voir l'eau à peine de ce côté-là. Une autre photo du début, c'est ça, la dernière étang que l'eau coule au-dessus lorsqu'il y a beaucoup de pluie. On peut voir ici l'air, c'est juste du gazon jusqu'à date. Mais 17 ans plus tard, on voit qu'on a changé le pont un peu. On a des petits boulots qui poussent, on a des tables de pique-nique maintenant. C'est un endroit à se promener et à se reposer. On a incorporé des sentiers autour de chacune des étangs. Voir ici la section en l'étang numéro 3 et 4. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a un petit tuyau de 8 pouces qui fait passer l'eau d'une place à l'autre. Lorsque la pluie augmente, ben, l'eau va passer au-dessus. Et au tout début, ici, c'est fait en gravier pour protéger le ruissellement au début. Pas facile à voir, mais ici, on a planté des petits sapins, côté des sapins, ainsi de suite, des tout neufs. Et 17 ans plus tard, ces sapins-là ont tous grandi. Le même tuyau est là qui coule de l'eau. Et on peut voir facilement qu'on a gagné de la nature. C'est maintenant les canards qui vivent là-bas. On a d'autres types de vie aquatique, d'oiseaux, d'animaux même que j'ai vus dans le coin en marchant.
Puis, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour juste prendre une marche dans un endroit qui paraît naturellement fait, mais en fait, c'était fait par les humains. Belle photo ici, on voit au début, tu vois, l'eau de ruissellement passe comme ça dans les temps et 17 ans plus tard, l'autre côté, mais on regarde la même place des arbres qui ont poussé, les quenouilles qui sont là, l'eau qui reste là-bas, on a une série d'appartements qui sont proches. Alors, ça devient un endroit parfait pour vivre dedans, pour s'impliquer et passer du temps. Alors, l'idée là-dessus, c'est que en 2022, ça coûtait 300 000 qui était cher dans le temps pour faire un bassin de rétention. Et juste la végétation de plus était 90 000 Un quart du prix était juste pour les arbres, les arbustes, les plantes aquatiques. Et comme ingénieur et comme municipalité dans le temps, on savait hocher la tête pour dire, gars, vraiment, veux-tu vraiment investir tout cet argent-là pour des plantes? Ça vaut-tu vraiment la peine? Et c'est là la beauté d'aujourd'hui que je peux vous montrer que 20 ans plus tard, les gens vont dire à Dieppe, oui, c'est le bijou de la ville. C'est rendu le bijou de la ville. L'investissement du temps a valu la peine. Et cet argent-là est pas juste pour les bénéfices des citoyens qui prennent le temps de marcher, mais c'est aussi d'un côté monétaire de l'argent qu'on sauve aux désastres naturels, à la grosse pluie qui arrive de plus en plus. Je vais vous parler un peu de ça. En plus, avant que j'arrive à ça, on a un système de sentier qui fait tout le tour de l'étang de rétention et tout juste là-bas, en bas de la butte. On a un beau sentier qui fait le tour, qui est nécessaire, large assez, solide assez pour nos équipements mécaniques pour être capable de rentrer faire de la maintenance sur nos bassins. Parce que nos bassins de rétention sont quand même un actif, une infrastructure qui est nécessaire, puis c'est important de la nettoyer de temps à autre. Mais on peut faire le sentier en même temps de ce côté-là. Et là, je vais vous montrer le ruisseau. Pas facile à voir sur mes photos. Je bout sur un petit pont qui traverse le ruisseau original. Le ruisseau original qui passe là, c'est un cours d'eau, et là, c'est à peu près 6 pouces de creux. Mais si on n'aurait pas fait les étangs de rétention, l'eau coulerait directement là-dedans. On aurait des gros changements d'eau. Il a eu la chance d'aller marcher, ça c'est la vue avant et après une pluie. Une grosse pluie de 28 mm au mois d'octobre 2019. J'ai dit voir qu'est-ce qui se passe au ruisseau et à l'infrastructure, les bassins. Alors, tu peux voir que avant et après, on voit pas grande différence d'eau. Naturellement, souvent, le ruisseau aurait engorgé pas mal, ça aurait fait de l'érosion sur les berges, ça aurait causé des dommages environnementaux, en plus de l'inondation en aval pour tous les citoyens qui vivent sur ce ruisseau-là. Même chose de l'autre côté du ruisseau, c'est avant et après la pluie, on voit presque pas de changement, voulant dire que le bassin de rétention retient son eau, juste assez pour laisser le ruisseau vivre à sa capacité naturelle, si vous voulez. Et si on regarde les étangs, avant la pluie, on voit le tuyau ici blanc qui coule de l'eau dans l'étang. De l'autre côté, le tuyau est là, mais tu peux voir que l'eau a monté en élévation. Alors, toute l'eau de plus se fait retenir dans le bassin au lieu d'aller dans le ruisseau pour protéger les poissons qui vivent là et les citoyens de ce côté-là. Alors, avant qu'on finisse, pour parler des bénéfices d'un bassin de telle sorte, de rétention humide, naturalisée, premièrement, les valeurs ajoutées, on parle de esthétiquement, vous pouvez voir dans les photos, c'est un bijou de la ville. C'est difficile à croire que tu es dans le centre-ville quand tu marches dans cette région-là. Les sentiers aident avec les gens du coin. Même la garderie qui est tout proche, j'étais prendre des photos une journée, la garderie marchait avec les enfants faisaient le tour. Il y avait des canards disponibles qui donnaient du pain. Alors, c'était juste une belle place que tu peux avoir dans le milieu de la ville. Les aires de repos, il y a des tables de pique-nique. L'idée, c'est qu'il y a des gens qui travaillent proche de ce coin-là. Tu peux aller rapidement stationner, aller prendre ton dîner et retourner au travail. Le parc industriel est tout proche. Alors, les gens qui vivent ou qui travaillent là, il y a des réseaux de sentiers qui peuvent t'amener directement là sans même prendre ta voiture. Et la flore et la faune diversifiée avec les plantes indigènes que les experts nous ont dit de planter, ça a ramené les oiseaux, les canards. On peut parler même il y a des petits animaux qui vivent là-bas.
Alors, juste vraiment un endroit maintenant naturalisé qui n'était pas là avant. La protection du ruisseau original, comme je vous ai montré, les sédiments, les polluants, on a même pu faire un test de l'eau potable, de l'eau qui rentre et qui sort, les temps de rétention qu'on a fait, à un moment donné, qu'on a fait une série de tests avec la ferme de génie, qui a démontré que oui, l'eau qui sortait de l'étang de rétention était plus propre, moins polluée que l'eau qui rentre dedans. Alors, déjà, on sauve ça au ruisseau naturel et à la vie aquatique qui vivent là-bas. Puis la végétation filtre l'eau avant de retourner, alors ça fait plusieurs choses pour aider. Alors, c'est un peu ça de ce que je voulais partager aujourd'hui. D'un autre montant, si qu'on veut, je vous donne une dernière ressource, Natural Assets Initiative, qui a été publiée en français pour aider les municipalités à incorporer des infrastructures naturelles. Comment est-ce qu'on peut les quantifier monétairement pour faire la business case, si vous voulez, pour le bâtir. Moi, je vous offre aujourd'hui la vue 20 ans dans le futur de votre projet. Pourquoi qu'on investirait dans une infrastructure qui va augmenter en valeur avec le temps au lieu d'une infrastructure grise? Ça a été juste des tuyaux et des bassins en béton. Il aurait fallu qu'on les rebâtisse, qu'on les refasse. Pas trop de beauté là-dessus. Mais ça fait le même job, si vous voulez. Alors, avec ça, je vous souhaite j'ai hâte d'entendre de Dwayne à parler par la suite. Je suis disponible plus tard pour des questions ou n'importe quoi. Merci, Charles. Merci beaucoup, Serge. On va passer tout de suite à l'introduction à Dwayne pour sauver le temps. Mais Jordan, si tu peux mettre le nom et les informations de contact à Serge, peut-être qu'il peut faire des suivis si vous avez des questions par après. Aussi, si on a le temps par après, on prendra des questions, mais on a beaucoup sur notre assiette, comme on dit. So let's move on to the second one. On va passer au deuxième présenteur. Et je vais introduire Dwayne. Dwayne, encore une fois, merci de nous joindre aujourd'hui. Dwayne se présente face à une cancellation. Alors, avant de devenir directeur général de la ville de Selkirk en mai 2014, Dwayne a été conseiller municipal de 2002 à 2014, occupant le poste de maire adjoint pendant 2 ans. Durant cette période, il a été le moteur de la mise en place du système de transport en commun de Selkirk. Dwayne est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en études politiques de l'Université du Manitoba, un certificat spécialisé en analyse d'affaires du Red River College, un certificat professionnel en planification de la gestion des actifs de l'IPWEA et une maîtrise en administration publique de l'Université de Victoria. Sous sa direction, Selkirk s'est distingué par son engagement en matière de protection de l'environnement et son approche novatrice et primée dans la gestion des infrastructures municipales. Dwayne est ancien président des administrateurs municipaux du Manitoba. Il enseigne le leadership en gestion municipale à l'Université du Manitoba et plaidoie et milite pour la gestion des actifs et l'action climatique dans le secteur municipal du Manitoba. Merci encore, Dwayne, de te joindre à nous aujourd'hui et je te passe la parole. Merci beaucoup. Et maintenant, pour quelque chose de complètement différent. Alors, je pense que ma présentation aujourd'hui est vraiment à propos de prendre les projets excellents, visionnaires que Serge nous a présentés et à parler comment est-ce qu'on peut rendre ça l'habitude, que ce soit la décision par défaut par les preneurs de décision dans nos communautés, qu'on devient de plus en plus adapté. On réintroduit la nature dans nos solutions, dans les milieux urbains. Alors, on va juste sauter ici avec une étude en sciences politiques que je pense qui est très important. Ceci, alors, on veut parler de la fenêtre Overton, simplement dire, nommé après Joseph Overton, qui disait que ce qui peut être accepté comme politique dans la sphère publique vraiment dépend de ce que les gens trouvent acceptable en général. Alors, c'est quoi la portée que les gens trouvent acceptable et c'est cette marge qu'on utilise pour dicter les politiques. Si on imagine nos actifs naturels comme politique ou comme une idée et on a ce continuum, pensons aux opposés polaires du spectrum. Je ne peux pas voir deux individus plus opposés, mais ils auraient les deux
des opinions différentes pour résoudre des défis d'infrastructure. Alors, nous, on retrouve le public au centre et ça, c'est la fenêtre Overton autour. Ça, c'est l'espace sécure dans lequel les preneurs de décision peuvent adopter des politiques et la mise en œuvre des politiques avec un appui du public. Le potentiel, je veux penser, si on veut faire un déphasage, si on veut amener la population envers une nouvelle direction, c'est quoi les idées, les concepts, les capacités techniques, les ressources? Qu'est-ce que la société détient pour nous progresser selon cette continuum? Moi, j'aime réfléchir au chevauchement de ces deux fenêtres. Il y a toujours un chevauchement. C'est là l'endroit idéal. C'est là qu'on peut déplacer le public, on peut faire l'adoption des politiques et nous déplacer envers notre potentiel. Alors, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on fait ceci, le déphasage du public et ensuite la fenêtre de politique se déphase aussi. Alors, leur capacité à accepter plus d'idées progressives, ça arrive avec le décalement vers la droite. Alors, on veut répliquer par itération. Comme le potentiel croît, il y a un nouveau sweet spot, il y a des nouvelles opportunités de déphaser le public vers la droite et adopter de nouvelles idées modernes. Alors, pour Selkirk, nous, on utilise une approche basée sur des systèmes et vraiment penser au système. Et quand je réfère au système, je dis toutes les entrées et les sorties, les loops de rétroactifs, tous les moteurs qui poussent les décisions dans notre communauté. Pour nous, c'était la mise en œuvre de ces concepts dans nos systèmes et les normaliser. Les rendre habituels. On voulait faire de sorte que l'adoption des infrastructures naturelles dans la ville de Selkirk, que ça devienne routine, parce que routine, ça se fait faire. Alors, en 2014, on a adopté un plan stratégique pour la communauté, on a consulté nos citoyens, et vraiment ici, c'est ce qui devrait guider les conseils et l'administration, les politiques qu'on met en place, mais une des choses qu'on a ciblées, c'est l'intendance de l'environnement, améliorer nos pratiques et nos services, encourager des décisions plus responsables et juste en général, améliorer notre environnement local. Prochain, c'est extraire la valeur maximale des ressources communautaires. On réalisait qu'on n'avait pas beaucoup d'argent comme tel et que toute notre infrastructure âgeait, arrivait au point de faillite. Alors, on voulait améliorer notre situation, mais tout en reconnaissant qu'on a très peu d'argent pour y faire, et de retour aux infrastructures durables et sécures. Alors, vraiment cibler comment on peut construire ces infrastructures dans notre communauté, et non seulement des infrastructures grises, mais aussi des infrastructures vertes. On peut voir avec ces trois piliers de politique et provenant du premier projet, on peut voir cette généralisation de mandats qui commence déjà à dicter la direction qu'on veut prendre avec le public. Et avec la gestion des actifs, en 2014, on a commencé à réfléchir ou développer notre plan de gestion d'actifs. Alors, c'est ceci que j'appelle un encadrement législatif où on voulait aller avec la gestion des actifs. Il n'y a rien de ceci qui était construit, mais on avait créé un roadmap pour qu'on puisse vraiment adopter la gestion des actifs. On a dû suivre ce plan pour la mise en œuvre, la mise en place. Alors, la ville de Selkirk, nous croyons que c'est la première municipalité au Canada qui a adopté des règles locaux pour ceci. Je m'excuse. Vous pouvez voir ici où on a adopté un langage qui supporte l'infrastructure naturelle, s'assurer que les infrastructures sont construites de manière que ça facilite les durabilités économiques, environnementales et sociales. On parle de gérer nos actifs dans la façon la plus naturelle, efficace et reliable. Et aussi s'assurer que la ville a les outils nécessaires pour mieux adapter l'infrastructure municipale pour les impacts locaux du changement climatique. Ça a développé un mandat plus particulier en utilisant la nature comme une solution aux défis auxquels on fait face. En plongeant plus profondément, on définit les actifs naturels. On peut segmenter les détails, mais notre définition, c'est là. Et on va un pas plus loin pour articuler cette vision qu'on a. Alors, premièrement, c'est reconnaître la valeur
combiner les actifs naturels dans la livraison de services municipaux et lorsque pratique, qu'on va identifier et gérer les actifs naturels dans une manière semblable que les actifs génie et où pratique, on établit une vision où la ville va chercher à substituer l'utilisation des actifs ingénierie avec des actifs naturels, où ça va vous fournir un niveau comparable de service. Premièrement, ma présentation n'a pas parlé du cas d'affaires, mais juste le cas environnemental. Et nulle part ici a-t-on parlé de s'ils sont égaux en termes de prix et coûts. On doit reconnaître que dans cette considération de système, comment les gens prennent les décisions, l'argent, c'est pas toujours la raison de prendre une décision. L'acteur économique rationnel va prendre sa décision basée sur on est plus émotionnel que ça. Et même si on pense qu'on prend des décisions rationnelles, ce qu'on fait en réalité, c'est on a pris la décision rationnelle parce que ça nous fait ressentir bien à propos de nous-mêmes. Alors, je sais que je parle des gens ici un peu, mais et je rends inconfortable les comptables dans la salle, mais je crois que c'est important de reconnaître comment les gens prennent véritablement les décisions. Parce que lorsqu'on y réfléchit, on peut s'assurer que lorsqu'on présente des informations aux preneurs de décision, qu'on le fait dans une manière qui pousse, pousse les critères qu'ils ont dans leur tête. Et pas seulement quelque chose que vous avez appris dans un cours de comptabilité pour les cas d'affaires. Alors, pour la mise en œuvre de tout ceci, une des choses qu'on avait, on savait qu'on ne pouvait pas juste se dépendre sur les penseurs comme Serge et son collègue. On peut faire des choses avec la force pure juste parce qu'on a la puissance de le faire. Mais ce qui était très important pour nous, c'est de s'assurer que les défauts, les settings à défaut, c'était de fournir des résultats qui seraient plus alignés avec nos actifs naturels et adapté au changement climatique. Alors, pour y faire, on ne peut pas se dépendre sur la bonne volonté et les bonnes pensées de deux ou trois personnes. Vous devez créer des systèmes pour s'assurer que les prochains dans la succession sont équipés pour prendre les bonnes décisions. Alors, on a dû documenter, créer des politiques et des procédures et des outils qui nous forment et modèlent notre système de pensée pour s'assurer que les résultats à suivre sont à partir des décisions adaptives et qui priorisent les infrastructures naturelles. Alors, comme exemple, dans notre gestion de risque, politique de gestion de risque, on a documenté pourquoi ou comment on formait les systèmes d'attente. Il y a des procédures et des protocoles derrière ça. Mais il y a des systèmes, comment on priorise les infrastructures dans la communauté. Alors, même ici, on fait la mise en place de s'assurer qu'on priorise les zones qui ont des arbres, qui fournissent des services écologiques à la communauté. Alors, à un haut niveau, mais dans les détails, c'est tout sur notre site web. On peut tout le télécharger et l'utiliser. On décrit pourquoi et qu'est-ce qu'on fait et s'assurer que les prochaines personnes dans la succession des positions peuvent dupliquer les mêmes activités. Et en 2018, on a commencé à développer et on a adopté de façon officielle notre stratégie d'adaptation climatique. En 2019, on l'a adopté. On a reçu des financements de toutes ces organisations ici qui nous ont fourni une opportunité de créer une stratégie d'adaptation en utilisant les preuves les plus récentes dans la communauté scientifique, en regardant aux effets de changement climatique, en rentrant en partenariat avec le Prairie Climate Center, mais mettre en place un plan total pour la gestion de nos actifs naturels. Mais j'aimerais faire un sommaire ici de notre plan, des 12 tactiques qu'on a identifiées dans le plan, parce que c'est juste un plan de 10 ans. Juste pour faire un sommaire, c'est à propos des pipes, des plants et des plantes. Alors, un tiers du plan, c'est tout à propos de nos forêts urbaines. Alors, développer nos arbres de rue et la mise en œuvre et développer la capacité d'avoir un programme de foresterie urbaine formel. Ensuite, c'est la surveillance des systèmes d'eau aquatiques. Toute notre eau vient du sol. C'est là, ça, notre source d'eau. Alors, s'assurer qu'on a une bonne compréhension
de la santé de ce bassin versant et la qualité de cette eau et non seulement sa relation aux précipitations naturelles locales. Alors, comprendre comment les changements de précipitation vont impacter le bassin versant et nous permet de vraiment surveiller comment les changements de précipitation vont changer la disponibilité de notre eau. Alors, c'est comme un système d'avertissement tôt pour notre eau potable. Et là, renforcer la capacité, alors embaucher les bons gens, intégrer les atouts techniques, non seulement embaucher les nouveaux gens, mais changer la description des tâches, les rôles et responsabilités dans la description de l'emploi et investir, s'assurer qu'ils prennent les bonnes formations et qu'ils comprennent les concepts qu'ils doivent comprendre, alors pour qu'on puisse plus régulièrement mettre en œuvre des bonnes pratiques, des meilleures pratiques. La politique pour planter de nouveaux arbres sur le bord des rues, c'est une vieille version, mais le clé ici, c'est que comme on croit, on a un plan stratégique qui priorise l'expansion de notre canopée urbaine, planter des nouveaux arbres dans des zones qui n'avaient pas d'arbres auparavant ou qui sont à risque d'inondation par rapport au modèle pour le changement climatique, s'assurer qu'on diversifie nos espèces et qu'on utilise des espèces ciblées. Eux sont sélectionnés pour les régions dans lesquelles ils vont se faire planter, mais aussi en prenant en considération le climat du futur, parce que dans le climat d'aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement les mêmes arbres qui vont avoir un succès dans le nouveau climat du futur. Si ce n'est pas nécessairement le même climat d'ici à 40 ans. Alors, on veut prendre de l'avant, planifier pour ça, et aussi la mise en œuvre de l'équité sociale. On priorise les gens marginalisés, les populations vulnérables. C'est eux qui vont éprouver plus de difficultés et ils vont souffrir plus d'impacts négatifs face au changement climatique et les désastres. Je m'excuse, je l'ai perdu un peu ici. Mais les gens qui prennent des décisions détaillées sur le jour à jour, qu'eux utilisent ces outils et qui prennent les mêmes types de décisions qui seraient prises à un plus haut niveau. Et donc, ici, on peut voir un peu de chiffres parce qu'éventuellement, quelqu'un va me demander de prouver ou de justifier ce qu'on fait. Voici notre inventaire le plus récent des arbres de bord de rue pour capter la valeur pour les services écologiques. Ça améliore la qualité d'air, la qualité d'eau, la séquestration du carbone. Je m'excuse. Cette année, on va faire un survol et on va regarder à nos régions forêts. Ça, c'est nos actifs individuels, mais on veut expandre ceci et juste prendre en considération les arbres comme un réseau ou des forêts et intégrer la valeur de nos forêts et les résultats qui sont associés. Faire une transition ici, une partie d'avoir l'approbation des membres du conseil. Tu dois vraiment construire une salle politique pour eux. Alors, on fait des communications agressives avec nos citoyens pour qu'ils comprennent ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Alors, ça nous dit à chaque fois qu'on plante un arbre, on met cette enseigne qui explique. Alors, c'est au niveau des citoyens, au bois de poste, pour que les citoyens puissent arrêter, lire, savoir c'est quoi la valeur de cette procédure. On appelle ça just-in-time education parce que la majorité des gens au niveau municipal n'ont pas de souci à ce que tu fais au quotidien. C'est juste que tu tapes un trou dans la rue ou que les vidanges ne sont pas ramassés. Si tu déranges devant leur maison, là, ils sont rendus curieux. Mais pour les quotidiens, vraiment, le monde que je passe trop. Ici, on a un code QR qui vous amène à plus d'informations. On fait la même chose lorsqu'on coupe un arbre. Alors, une partie de gestion, c'est d'enlever des arbres malades. Alors, si jamais on coupe un arbre, on affiche cette enseigne qui explique aux gens pourquoi on fait ce qu'on fait, leur donnant plus d'informations. Et si tu te rends au code QR,
Tu peux voir lorsqu'on coupe un arbre parce qu'il y a de la maladie ou quoi que ce soit, sur le site web, on va communiquer pourquoi ces arbres ont été enlevés par la ville. Et encore une fois, c'est juste pour renforcer la confiance des citoyens dans nos mesures et nos idées, nos protocoles. Et on a parlé de communication agressive, mais sortir des sorties de presse, parler au journal, à travers de nos lettres de nouvelles, médias sociaux. Juste, tout peut être une histoire. Alors, on parle de planter des arbres, on doit toujours référer à reconstruire, leur aider à mieux comprendre. Et ça a lieu au cours du temps avec plusieurs points de contact. Même lorsqu'on enlève les arbres, on communique. Toutes les actions qu'on fait, ça peut se faire dire comme en forme d'histoire. Et ça va améliorer le support public. Ça nous donne plus de manœuvrabilité politique. Un des projets, on veut utiliser des espaces verts sous-utilisés. Alors, un des projets pilotes, c'était sur les boulevards et les verdures non utilisées. Encore une fois, des grandes enseignes, explication du site web. Et ceci, c'est une manière que les gens puissent le voir après. C'est une manière de tester quelles plantes vont mieux fonctionner et d'apprendre et vraiment enseigner à notre personnel pour qu'ils puissent les entretenir correctement. C'est non seulement de la recherche, mais aussi normaliser ceci pour les citoyens. Si les gens se plaignent, on peut leur expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi on fait, et on commence à créer un support public. Lorsqu'on a commencé ceci 2 ans passés, on a reçu des appels des entreprises. C'est quelle plante? Comment puis-je faire ça dans mon jardin ou dans mon terrain? Alors, on veut même sortir une politique pour permettre des gazons naturalisés. Les voisins qui aiment m'appeler se plaignent que leur gazon s'est coupé. C'est une manière qu'on peut éviter ça aussi. Mais on voit une augmentation dans la volonté des gens d'adopter ces stratégies. Notre stratégie de révélisation du centre-ville. Pour changer notre système de pensée au centre-ville, on veut augmenter la durabilité. Alors, voici un projet où c'est pas la plus récente, mais c'est une que je peux montrer à une comparaison. Alors, avant, il n'y avait pas d'arbres. On a réintroduit des arbres. Vraiment, c'était pas beau, mais introduire ces concepts, ralentir le trafic, rendre ça plus accessible, réintroduire la nature dans la région. Alors, c'est une région qui a été vraiment développée, très grise. Et comment peut-on réintroduire des infrastructures vertes dans cette région? Alors, ça avait l'air à ceci. Il y avait des arbres dans les terrains privés, mais désinvestis, peu entretenus, âgés. Et on a trouvé qu'il n'y avait aucune base. C'était juste l'asphalte sur la terre. Alors, pas un bon morceau d'infrastructure. Et ceci, c'est la transformation. Et comme ces arbres vont croître, et comme ces jardins vont pousser, on crée un environnement urbain où les valeurs de terrain ont augmenté. Il y a plus de piétons, plus de transports en commun, parce que l'infrastructure a été modelée pour ça. On attire de plus en plus de gens dans la région du centre-ville. On a vu une construction de 14 millions dans un édifice, un immobilier à multiples utilisations. On voit le développement, c'est un des co-bénéfices, c'est qu'on crée une vibrance économique parce qu'on a créé un espace naturel où les gens veulent être. Non seulement ça, on gère mieux nos eaux de tempête et une augmentation des services écologiques qui sont livrés. Alors ça, c'est un projet, comment on peut s'assurer que ça, c'est le défaut pour tous les projets du futur. Alors, si on prend notre classification ici, et si on définit comment toutes les nouvelles rues vont avoir l'air, s'assurer qu'on a l'espace parce que lorsque les développeurs rentrent dans la communauté, on leur donne les guides, ils vont les suivre. Mais aussi, lorsqu'on redéveloppe les rues, reconstruit les rues, on veut faire cette reconstruction aux nouveaux standards. Qui ont des arbres et des espaces naturels incorporés dans le modèle.
Alors, pour terminer ici, j'espère que c'est à temps, avec juste des aperçus importantes. Allitération et consistance, c'est mieux que grand et périodique. La tortue va battre le lapin 9 fois sur 10. Les politiques, c'est pas un mot, c'est pas un juron, c'est le processus de décider qu'est-ce qui va se faire. Même des gouvernements ont besoin des licences sociales pour opérer. On veut s'assurer qu'on a l'espace politique pour faire les bonnes décisions. Plus important aujourd'hui que jamais, on doit cibler les communications sur les co-bénéfices. Les aspects techniques, c'est important, mais lorsqu'on parle du coût, on ne parle pas du prix. On parle du coût du cycle de vie, parce que parfois, ça va coûter plus, ça va être un peu différent de faire la mise en place, mais à la longue, ça va être meilleur. Encore, les gens veulent juste avoir une belle communauté, ils veulent se sentir sécures et ils veulent avoir de la fierté à propos de leur communauté. Alors, des bonnes communications et vraiment cibler ces co-bénéfices, ça peut aider à amener les gens sur le voyage. La routine est plus puissante que l'inspiration et la motivation. La routine et les habitudes se font faire. Alors, concernez-vous pas des grands projets. Ciblez plutôt au système au long terme. Changez les systèmes de pensée, les processus de prise de décision pour que dans le futur, on prend consistamment les bonnes décisions, les décisions plus naturelles, plus adaptées. Et ici, voilà juste plus d'informations. Merci beaucoup, Dwayne. C'était excellent, à la fois toi et Serge. Et je pense, Paul, c'est vrai, on n'aura pas le temps pour des questions aujourd'hui, mais Jordan a partagé vos courriels dans le chat. Et aussi vous rappeler que la troisième partie de cette discussion de table ronde, où Serge va nous joindre. Dwayne, si tu es disponible le 5 mars, tu es le bienvenu de nous joindre aussi, pour qu'on puisse vous demander des questions. Un grand merci à Patrick pour l'interprétation, ainsi que Jordan pour l'aide technique, et à tous les autres qui se sont joints. Si vous n'avez pas déjà fait, enregistrez pour la deuxième partie la semaine prochaine. Ça va se passer le 26 février et c'est intitulé, bon, ça c'était trop long pour traduire. On va avoir Serge Larochelle, provenant de Beau Soleil, qui va nous parler comment une communauté a intégré des solutions à base fondées sur la nature dans leur travail d'infrastructure au marina de Cocagne, et aussi Zachary Burroughs, provenant de l'Association des tendances des municipalités, et eux vont discuter comment multiples communautés peuvent se rassembler ensemble et créer des solutions fondées sur la nature. Alors, merci à tout le monde pour avoir participé aujourd'hui. Passez un très bel après-midi. Merci.